Et bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo sur ma dernière présentation au GEC à Genève sur le thème des perspectives 2025. Alors déjà, je tiens juste à m'excuser parce que j'ai eu un problème de micro, donc j'ai enregistré toute la conférence avec mon téléphone. En plus de ça, j'étais malade juste quelques jours avant, donc j'avais plus de voix. Donc voilà, vraiment désolé pour ça d'avance. Par contre, la deuxième partie, j'ai pu la réenregistrer en studio et du coup, la qualité est bien meilleure. Pour information, vous retrouverez en description le lien du Telegram officiel du GEC. Donc on vient de le créer il y a seulement quelques jours. On publie plein de choses dedans, des news, des analyses, de la formation, etc. N'hésitez pas à le rejoindre car il y a également toutes les annonces officielles des futures présentations pour 2025. Au total, il y en aura 9 et les places partent très vite. Pour toutes les questions, ça se passe dans l'espace commentaire. Donc voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse avec la présentation. Maintenant, je pense que déjà, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie d'en apprendre plus et vous avez peut-être aussi envie de savoir finalement qu'est-ce que l'année 2025 nous réserve, notamment en termes d'ATH, donc de all-time high pour le prix du Bitcoin, et de savoir quand c'est que ça va arriver. Donc, avec mon expérience et le recul que j'ai dans les cryptos, j'ai fait des calculs savants et ce soir, je vais pouvoir vous présenter en live le prix du Bitcoin et surtout quand c'est que ça va arriver. Donc, il s'agit du 23 novembre 2025, je vous ai mis quelques prix. Donc voilà, comme ça vous avez déjà l'info. Voilà, je crois que j'ai tout dit, du coup je peux vous laisser. Non, plus sérieusement, voilà, c'est juste pour vous dire, malheureusement je ne lis pas l'avenir et personne, donc c'est pas parce que je suis là devant vous que j'ai plus de légitimité. Surtout aujourd'hui sur internet, on voit de tout, on peut faire confiance à personne, y compris moi. Donc là ça va être ce soir, plutôt que vous vendre du rêve finalement, je vais essayer de vous donner toutes les perspectives qu'on peut avoir par rapport à la data, aux données qu'on a déjà à disposition pour se projeter sur 2025. Déjà, il faut savoir que dans les cryptos, il y a plus de 9 personnes sur 10 qui perdent de l'argent. Même en finance traditionnelle sur le trading. Donc, je ne sais pas si vous voyez que vous êtes sur des rangées de 10. Donc regardez bien à gauche, à droite de vous. Vous êtes peut-être, si vous êtes en gain, la seule gagnante de la rangée. Donc ça, mon but, ça va être ce soir aussi d'augmenter la statistique et de faire que... Bon, il y a des rangées où c'est qu'a priori, il y a tout le monde qui perd. Mais... Ok. Donc déjà, pourquoi 2025, ça va être une année importante? On va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui vont nous définir cette date-là. Ce que je vous ai mis ici, déjà, c'est pour commencer, c'est l'année qui précède le halving. Le halving, est-ce que tout le monde sait ce que c'est, ou j'explique brièvement ce que c'est en 2 mots? Voilà, alors je vais expliquer vite fait. En gros, le halving, c'est une ligne de code qui est dans le protocole du Bitcoin qui va tous les 210 000 blocs. Un bloc, c'est en moyenne toutes les 10 minutes. Donc 210 000, on arrive autour des 4 ans, en une moyenne. Hein. Et en gros, tous les 4 ans, les rewards pour les mineurs vont être divisés par 2. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai le laser. Hein. Aujourd'hui, on se trouve ici, au bloc numéro, à l'époque numéro 5, où c'est que chaque fois qu'on mine un bloc de Bitcoin, on se retrouve avec 3,125 Bitcoin. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de mineurs solitaires, on appelle ça des pools. C'est quand vous avez des millions de mineurs qui sont tous en train de miner pour, on va dire, comme si c'était une super machine composée de plein d'ordinateurs, et ils vont se partager, du coup, avec un Bitcoin aujourd'hui, un peu plus de 100 000 $, le Bitcoin, à chaque fois, ils vont miner 300 000 $ en BTC si on veut, et qui vont devoir se partager. Et finalement, on voit quand on a commencé à l'époque, quand le Bitcoin a été créé, on était autour des 50 BTC par bloc, et tous les 4 ans, finalement, on diminue en divisant par 2, et ça devrait durer comme ça jusqu'en 2140 environ. Donc, c'est vraiment pour l'instant le Bitcoin qui va rythmer et cadencer tout le marché crypto. On va voir aussi pourquoi. Du coup, donc 2025, ça nous amène dans cette période qui est juste ici, où c'est qu'on a toujours une année après le halving. Donc le halving, il est arrivé l'année passée en 2024, au mois d'avril, et tous les cycles, si on regarde ici, ici et ici, donc le halving, il est en jaune, hein, c'est à chaque fois là où c'est qu'on a la division du reward sur les blocs, et historiquement, à chaque fois, l'année qui a précédé justement ce halving, on a eu une hausse et un nouvel ATH, donc all-time high, le point haut du BTC, et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est déjà validé au niveau de cette statistique, étant donné qu'on a déjà tapé un nouveau point haut, donc environ les 109 000 $, pardon, et du coup, ça valide pour l'instant cette règle. Je vous ai mis aussi un truc intéressant, c'est que, grosso modo, si vous regardez par rapport au halving, si vous jouez sur la cyclicité des crypto-monnaies, vous voyez qu'environ 500 jours avant le halving, ça a toujours été le meilleur moment pour acheter la crypto-monnaie, et 500 jours après, pour la vendre. On voit que là, c'est répété quand on a eu le crash Covid.
Et pareil, une fois ici, 500 jours avant. Et là, du coup, c'est un peu la projection que on ne sait pas trop jusqu'où ça va monter finalement. On va essayer de le définir ensemble par rapport à quelques indicateurs qu'on a en notre possession et surtout la data, quoi. Maintenant, on va voir que le Bitcoin, ce n'est pas le seul facteur qui va influencer le marché, qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont influencer sur le court et le moyen terme. Ça va être soit en positif, soit en négatif. On va voir, j'ai mis quelques mots, hein, donc déjà il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. Hein. Typiquement, j'ai mis l'énergie ici, mais l'énergie, il y a quelques années, relativement par rapport à la proof of work, la preuve de travail de Bitcoin, ça a été longuement critiqué comme quoi ça consomme beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on commence à comprendre l'importance justement de ce coût, de cette dépense énergétique pour pouvoir valider des transactions et assurer du coup la sécurité du réseau. Et du coup, aujourd'hui, ça devient de plus en plus positif, on peut dire. Maintenant, il y a d'autres choses, hein. Il y a les crises bancaires, on a l'inflation qui peut aussi avoir un gros impact, les nouvelles tendances avec les nouvelles narratives. Donc il y a beaucoup de choses. Typiquement, cette année, en début d'année, on a eu l'entrée de la loi MiCA. La loi MiCA, c'est celle qui a été acceptée en Europe pour que les échanges puissent être régulés. Et vous avez, je pense, entendu parler de l'USDT, de ce qui s'est passé. Concrètement, en Europe, si vous êtes... en Suisse, on n'est pas touché, mais dans le reste de l'Europe, en France, en Belgique, etc., malheureusement, vous ne pouvez plus acheter de l'USDT parce que sur les plateformes régulées, donc qui sont agréées MiCA, étant donné que pour être agréé MiCA, vous ne pouvez pas avoir des cryptos qui n'ont pas eu leur licence de monnaie numérique, dont USDT fait partie. Maintenant, si vous êtes dans un autre pays ou que vous allez vous connecter sur une plateforme qui n'a pas choisi d'être agréée MiCA, vous pourrez continuer à acheter de l'USDT ou à faire du trading sur les marchés futurs. On a aussi des grandes figures, donc là j'en ai mis juste quelques-unes pour énoncer un peu l'enjeu que ça a derrière. Trump, je pense que vous en avez entendu parler ces derniers temps, surtout avec son entrée au pouvoir. On va voir ce qu'il va faire dans son mandat de 4 ans, étant donné que pendant son investiture, il a annoncé plusieurs choses. Il a annoncé déjà qu'il voulait mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, c'est-à-dire que le gouvernement puisse faire de la trésorerie en Bitcoin. Donc déjà, on va voir si ça va se réaliser. Et d'ailleurs, c'était hier, Ursula von der Leyen en Europe, elle a fait une petite conférence où c'est qu'elle a dit qu'en tout cas en Europe, c'était pas prévu de faire des fonds stratégiques en Bitcoin pour des questions de blanchiment d'argent. Donc il y a encore des gens pour moi qui vivent dans le passé, mais voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Martin. Oui, je pense qu'ils y viendront après tout le monde. Et voilà, c'est l'Europe. Toujours avec un petit retard, mais c'est comme ça. Mais voilà, Donald Trump, il a annoncé pas mal de choses. Il a dit aussi qu'il allait militer pour qu'on puisse continuer à détenir nos fonds sur des clés privées, donc faire du self-custody. C'est important, je pense, dans la crypto, parce que c'est un peu la base. Le but, c'était de se passer des intermédiaires, donc des banques, etc., de pouvoir être propriétaire de sa valeur, de son argent, finalement. Mais maintenant, voilà, il y a aussi des fois des points négatifs. Typiquement, il a lancé un meme coin, je pense que vous en avez entendu parler, de Trump, qui a fait plus de, je sais plus, c'était quoi, 10 000%, quelque chose comme ça. Beaucoup. Ouais, il est monté, il a été capitalisé avec une FDV, donc Fully Diluted Value, de plusieurs dizaines de milliards en quelques heures seulement. Donc on voit que c'est des gens, en fonction de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, ça peut avoir un gros impact. On a aussi Elon Musk, Elon Musk, vous le voyez souvent sur Twitter, parler du Doge, il avait accepté le Bitcoin pour acheter des Tesla, après il a arrêté, maintenant peut-être ça va revenir, on ne sait pas trop. Mais c'est des gens qui ont de toute façon beaucoup d'impact. Avant de passer au slide suivant, il y a juste aussi, peut-être vous connaissez Gary Gensler, c'était l'ancien président de la SEC, donc la Securities Exchange and Commission, qui a du coup rendu son mandat pour Mark Yuda, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est quelque chose comme ça, et que cette personne-là, elle est beaucoup plus favorable aux cryptos, donc ça peut aussi apporter des choses positives. Et juste ici, vous voyez aussi Sam Bankman-Fried, SBF, c'était l'ancien dirigeant de la plateforme FTX. Donc est-ce qu'il y en a qui ont perdu de l'argent avec FTX ici, qui étaient sur la plateforme? Désolé mon gars. De toute façon, c'est comme ça, il y a plein de plateformes. J'ai aussi été sur des plateformes comme Cryptopia à l'époque qui ont fait faillite, et voilà, on n'y échappe pas. Maintenant, c'était une des plus grosses plateformes, et ça a secoué le marché. C'est peut-être aussi pour ça que des fois, on a des grosses fluctuations. Donc toutes ces personnes, finalement, en fonction de leur discours, en fonction des décisions, en fonction des critiques, ils vont influencer beaucoup de monde derrière, et ça va avoir un impact sur notre petit écosystème crypto. Alors, j'emploie volontairement le mot « petit », parce qu'on va le voir ensemble par rapport à la finance traditionnelle. On est encore dans un monde qui est tout petit. Ici, je vous ai mis un classement des différents actifs. Donc, c'est par capitalisation, pardon. Vous retrouvez les capitalisations qui sont juste ici. Donc,
juste pour ceux qui ne savent pas, la capitalisation, ça va être le prix d'un actif multiplié par le nombre d'actifs en circulation. Et la totalité, si je prends l'exemple du Bitcoin, eh ben, on a 19, je ne sais plus combien, 20 millions de Bitcoin à plus de 100 000 $. Ben, si vous multipliez ces 20 millions par 100 000 $, vous obtenez justement ces 2 000 milliards de dollars, donc 2 trillions. Ce qui est important de voir ici, c'est que sur cette map, on est en train de remonter et gentiment, on rattrape les capitalisations des plus grosses entreprises au monde, donc les GAFAM, Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia et Apple. Et du coup, ben, Bitcoin il commence finalement à jouer dans la cour des grands. Maintenant, la target à viser, c'est l'or, qui est tout en haut. Hein. L'or, c'est presque 18 trillions de dollars. Donc, on a 9 fois plus de capitalisation dans l'or actuellement que dans le Bitcoin. Maintenant, si je fais juste une petite règle de 3, étant donné que Bitcoin il a un supply qui est limité, on sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin selon le protocole. Et du coup, si imaginons que le Bitcoin devait un jour rattraper la capitalisation de l'or, donc de passer en gros de 2 trillions à 18 trillions, donc 18 000 milliards, ça ferait un x9. Donc par rapport à son prix de 100 000 $, on va dire, pour arrondir, on arriverait sur un BTC proche des 1 million, 900 000 et des poussières. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Ici, on va retrouver, par rapport aux ETF, les ETF, ça va, tout le monde sait un peu ce que c'est? Ouais. Ok, donc vous avez les ETF de BlackRock, donc avec le iShares qui a été lancé sur Bitcoin en 2024, et on retrouve en noir l'ETF de l'or. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'or, pour atteindre à peu près 33 milliards de dollars de capitalisation, il lui a fallu quasiment 20 ans. Le Bitcoin, il a été lancé juste l'année passée, en début d'année, quand l'ETF a été approuvé, et on voit qu'en seulement quelques mois, il a déjà atteint la même capitalisation de celle de l'or, mais surtout, il est quasiment maintenant à x2. Donc en termes de perspective déjà pour l'avenir, c'est le plus gros lancement en termes d'ETF, de capitalisation. Ben voilà, c'est le Bitcoin, donc c'est très positif pour la suite. Et on va voir aussi un peu pourquoi. Donc voilà, ouais, 2025, ça va être du coup un afflux de liquidités qui va continuellement rentrer, que ce soit dans les ETF ou sur les marchés spot, donc sur les exchanges, les plateformes. Et du coup, au niveau de l'exposition du monde par rapport aux cryptos et à Bitcoin, la croissance mondiale, on aura toujours plus d'entreprises, des banques et des gouvernements qui vont s'intéresser à cet actif. Typiquement, pour faire des réserves de valeur, on entend d'autres cryptos comme le Ripple, qui en ce moment, il est aussi sous les feux des projecteurs pour pouvoir faire des transactions interbancaires. Donc forcément, c'est chaque fois l'afflux de liquidités qui va rentrer dans cet écosystème. Du coup, pour l'année 2025, on a la chance, la possibilité de voir de nouveaux ETF qui rentrent. On a parlé des ETF du Litecoin et du LTC. Il y a le Solana aussi. Il y a eu plusieurs demandes qui ont déjà été faites en 2024 et malheureusement, il y a eu des rejets. Mais il y a continuellement des dossiers qui sont proposés. Et du coup, ça crée aussi une pression, c'est qu'il y a de la demande derrière. Donc à un moment donné, quand il y a de la demande, que ce soit une banque ou pas, ils sont intéressés, il y a des frais, ils savent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent finalement. Et du coup, voilà, il y aura peut-être d'autres ETF qui vont arriver, peut-être aussi le XRP, qui peut arriver en 2025. En plus de donc, Bitcoin, et actuellement on a aussi l'Ethereum qui fait son ETF. Donc actuellement on a 2 ETF qui sont valables. Ici je vous ai mis les réserves de Bitcoin qui restent actuellement en circulation sur les exchanges. Donc si vous regardez aujourd'hui, on voit qu'on est là en bas à autour des 2,4 millions de Bitcoin qui sont encore disponibles sur les exchanges. Donc c'est pas beaucoup hein, sur les 21 millions qui sont à la totalité de la capitalisation. Et on voit qu'il y a encore quelques temps, en 2022, hein, c'est pas si longtemps que ça, on était autour des 3,2 millions. Donc on a divisé déjà, enfin on a perdu, enfin il y a moins d'1 million qui ont été sortis des exchanges. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le prix forcément il fait que de monter hein, là actuellement. On a toujours plus d'adresses de wallet, donc on a toujours plus de gens qui s'y intéressent, qui achètent, et on voit que la courbe elle est en train de s'accélérer. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que sur le court terme, là, on voit que ça accélère. Et du coup, une fois qu'il n'y aura plus de Bitcoin sur les exchanges, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'offre et la demande. En fait, c'est des gens comme vous et moi qui, à un moment donné, auront envie de se séparer d'un peu de leur crypto pour faire des achats ou quoi que ce soit, et qui vont définir le prix de vente. Parce qu'à un moment donné, c'est vous qui allez choisir, moi, mon Bitcoin ou ma crypto, peu importe, je vais la vendre seulement quand elle atteint ce prix-là. Donc, on peut voir peut-être potentiellement des crises aussi de liquidité. Et ça, c'est intéressant pour nous, pour gagner de l'argent. Maintenant, Bitcoin, il n'est pas tout seul. Le marché crypto, il représente 3000 milliards, un petit peu plus. Donc, finalement, ça paraît
un gros chiffre comme ça, mais si on remet ça en perspective par rapport à la finance traditionnelle, on va voir qu'on est tout petit. Donc là, vous retrouvez une map, on voit le BTC ici, hein, avec ses 2 trillions de dollars, donc 2000 milliards. Là, c'est une map donc avec la distribution des valeurs à travers les principales classes d'actifs, où on retrouve les obligations, l'immobilier, les actions, tout ce qui est collectible, l'or et le Bitcoin. Donc c'est vraiment à l'échelle. Hein. Donc vous voyez tout ce qu'il y a comme liquidité, 330 trillions, 300 trillions, et nous on est tout petit avec nos 2 trillions et notre capitalisation totale autour des 4 trillions. Donc en termes d'évolution, il y a encore de la marge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour préserver son pouvoir d'achat, c'est trop risqué et inefficient de le conserver en monnaie. On sait que les monnaies, dans l'histoire, elles ont toujours tendu vers zéro, ou disparu, ou remplacé. Du coup, l'argent, il est distribué à travers ces différentes classes d'actifs, que ce soit par les entreprises, les gouvernements, les grosses fortunes. Et tout en haut, hein, vous voyez juste le chiffre total, hein, autour des 900 trillions, sur la capitalisation totale de toutes ces classes d'actifs. On estime qu'il y a environ 50% de toute cette capitalisation qui est du coup du capital à long terme. Donc c'est juste de la réserve de valeur. C'est uniquement des gens comme vous et moi, des banques, des gouvernements, qui veulent placer leur argent dans des obligations d'entreprise, etc., dans des actions, dans de l'immobilier, tout ça pour préserver la valeur du labeur, du travail. Et du coup, on estime que 50% de ces capitalisations, c'est du capital à long terme. Donc Bitcoin et les cryptos, de manière générale, hein, si on mettait les 4 trillions à la place des 2, ça ferait le double du carré, mais ça ne serait pas beaucoup plus gros, quoi. En gros, c'est pour vous dire qu'on est encore une petite goutte d'eau dans un océan de valeur. Et du coup, que la marge de progression, elle est juste énorme. Donc là, c'est juste pour vous rappeler qu'on vient de passer le 4e halving, hein, comme j'ai dit avant. On voit qu'on est ici, en 2024, c'était en avril. On est passé à 3,125. Donc, je ne sais pas, il y en a qui sont là depuis longtemps, d'autres ça fait quelques jours, peut-être, quelques mois, quelques années. Mais des fois, on se dit, les cryptos, c'est quand même là. Quand on est dedans tout le temps, on se dit, ça fait un bout de temps. Moi, ça fait 9 ans, là. Et du coup, on a l'impression que ça fait longtemps. Mais en fait, quand on regarde la roadmap, on va dire, du BTC, on voit qu'on est encore au tout début de cette technologie et que finalement, il reste encore beaucoup de choses qui vont arriver d'ici 2140. C'est qu'on voit qu'après, là, c'est juste que la division, après, à la fin, elle a presque plus de valeur. Il faudrait que le Bitcoin soit à plusieurs dizaines de millions pour que ça ait encore un impact. Ok. Donc, jusqu'ici, on a vu de manière globale dans quoi on a mis les pieds. Mais votre réussite, ça va dépendre de plusieurs facteurs. La première chose, déjà, il faut que le marché il continue à progresser. Il faut qu'il aille dans la bonne direction, il ne faut pas qu'il y ait de crise bancaire. Et du coup, ça, en fait, vous n'avez pas la main dessus, vous ne pouvez pas le choisir. Vous êtes spectateur, vous ne pouvez rien y faire. La deuxième chose qui est plus importante, ça va être vous et votre stratégie. Car en fait, si le marché il fait 1 fois 100, et on l'a vu, hein, je ne sais pas, le premier cycle, généralement, il n'y a personne qui s'en sort à merveille, c'est plutôt le carnage. Et du coup, même si le marché total il ferait 1 fois 100, il y aurait quand même une majorité de perdants. Et du coup, ensemble, on va essayer de voir quelques indicateurs qui vont vous permettre de vous en sortir, d'avoir une meilleure lecture du marché, de voir finalement, d'essayer de vous projeter et d'essayer d'avoir une avance en fait sur les autres, parce que finalement, c'est une sorte de concurrence entre toutes les personnes qui investissent. Ensuite, on va voir quelques stratégies d'investissement pour essayer d'y voir plus clair. On va aussi voir comment définir un plan de sortie, assez simple. Mais on va voir que c'est plutôt compliqué finalement. J'ai essayé de démystifier tout ça. Et quelques narratives et projets. Comme j'ai dit avant, le premier point, ça va être les indicateurs. Pour essayer de lire le marché, là je vous ai mis le Fear and Greed, donc je pense qu'il y a tout le monde qui le connaît celui-ci, qui va vous donner un peu la température du marché, si on est en zone de peur, en zone d'extrême euphorie d'achat. Donc ça va vous définir finalement si c'est le bon moment pour acheter ou pour vendre. Après, c'est un indicateur généralement qui est mis à jour tous les jours finalement. Donc ça peut vous aider au jour le jour, mais pas si vous faites du trading ou comme ça sur la journée. On a aussi la dominance. Donc la dominance, ça va être la part de capitalisation des actifs par rapport à la totalité des capitalisations de l'écosystème. Typiquement, on voit que Bitcoin est à autour des 55-56% de dominance du marché. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les crypto-monnaies, leur valeur en dollars, le Bitcoin, c'est plus de 50% de tout l'écosystème. Il y a aussi Ethereum que je vous ai mis ici avec ses 12-10%. Et tout le reste des cryptos. Après, on a aussi les stablecoins. C'est des cryptos qui sont adossés au dollar ou à l'euro ou quoi que ce soit. Et du coup, elles ne fluctuent pas de prix, elles restent à 1 $. Il y a aussi le Google Trend, qui est un bon indicateur, qui va vous permettre, finalement, sur une échelle de 100, de voir les intérêts de recherche sur un certain terme, typiquement crypto, Bitcoin, Ethereum.
Et en fait, plus le terme il est recherché sur les moteurs de recherche, plus il y a de gens qui s'y intéressent. Et généralement, c'est aussi comme ça qu'on peut essayer de timer le marché quand c'est le bon moment pour en sortir, ou quand personne n'en parle et que c'est vraiment plat, c'est le meilleur moment pour faire de l'accumulation du DCA, pour commencer à investir. Maintenant, ces indicateurs, là je vous en ai mis juste 3 à titre d'exemple, il en existe des dizaines. Et du coup, ce soir, pour vous simplifier un peu les choses, ce que je vais vous proposer, c'est un toolbox qui regroupe 26 indicateurs, les 26 si on veut, même si on peut dire ça, les plus pertinents. Donc il y a le QR code si vous voulez le scanner. Le but, en fait, c'est que vous avez plusieurs thématiques. On a les indicateurs de données, je vais les décrire un petit peu après. Les indicateurs classiques, indicateurs de alt season et indicateurs sociaux, indicateurs de temporalité. Donc juste pour aller un peu en détail dans ces indicateurs. Tac. Donc là, je vous ai mis juste un aperçu de 3 catégories, donc les classiques, les alt season et les sociaux. Typiquement, dans les classiques, vous retrouvez le RSI, le Fear and Greed qu'on a juste vu précédemment. Et en fait, à droite, vous avez des valeurs critiques qui ont été définies arbitrairement par rapport au cycle précédent, où on sait que voilà, quand généralement, si je prends le RSI, s'il est plus grand ou égal à 90%, c'est que c'est un indicateur qui flash, donc il va passer au vert finalement, et vous aurez donc 1 sur 26. Après, si vous en avez un deuxième, vous aurez 2, etc. On retrouve aussi au niveau de la alt season la Bitcoin dominance. On voit là les 45%, il faut être plus petit. Donc là, aujourd'hui, on est autour des 56-57%. Donc on peut dire qu'on n'est pas encore en alt season. Ça sera dès qu'on aura passé ces 45% que potentiellement les alts, donc toutes les autres cryptos autres que Bitcoin, vont commencer à prendre de la valeur. Et vous retrouvez ensuite tout ce qui est indicateurs sociaux avec le ranking des applications sur le Play Store et l'Apple Store, des applications crypto, avec ce que je vous ai montré avant, donc le Google Trend. Donc vous retrouvez tous ces indicateurs. Et pour moi, en fait, ce qui est pratique, je vous ai remis, c'est le même QR code, si jamais, c'est juste pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de le scanner avant. En fait, sur ce toolbox, vous avez les 26 indicateurs. Et ce qui est bien, c'est que vous actualisez juste la page et vous voyez finalement quel indicateur a déjà flashé. Et le but, ça serait, si l'histoire se répète, c'est jamais sans garantie, c'est juste des indicateurs pour nous aider à apprécier le marché. Mais en gros, dès qu'on serait peut-être sur 20, sur 26, pour moi, je pense que ça sera le bon moment pour sortir du marché, ou en tout cas avoir vendu le 80 des positions que vous avez prévu de vendre pour ce cycle. Maintenant, on va parler stratégie. Donc déjà, est-ce que vous avez mis une stratégie en place? En fonction, il y a plusieurs choses. Donc, en fonction déjà des connaissances. Donc, est-ce que vous avez des connaissances en finance, un background, etc. Est-ce que vous savez comment fonctionne l'argent même traditionnel, sans parler des cryptos? Est-ce que vous avez des connaissances par rapport à la cyclicité du marché? Ensuite, il y aura tout ce qui est vos compétences. Donc, est-ce que vous savez gérer votre argent? Est-ce que vous avez déjà essayé, vous, sans passer par une banque, en disant, voilà, j'aimerais que vous m'achetiez un package de telle action, Nestlé, etc. Est-ce que vous avez essayé de le faire vous-même de votre côté, en utilisant des plateformes, du coup? Donc, il faut aussi connaître les plateformes. Il y a aussi la gestion du risque. Est-ce que vous allez mettre 90% de vos capitaux sur un investissement? Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos risques. Ensuite, ça va être au niveau de votre expérience. Est-ce que déjà c'est votre premier cycle dans les cryptos? Est-ce que vous avez déjà plusieurs cycles d'expérience? La psychologie aussi du marché, on va le voir qu'elle est très importante, surtout dans les cryptos, avec la volatilité qu'on a. On va parler aussi de vos performances. Est-ce que vous avez des performances antérieures? Est-ce que vous avez déjà fait du trading, du forex, je sais pas, des actions? Ça va aussi vous donner une base pour pouvoir appliquer peut-être des bons réflexes sur les cryptos. Ensuite, il y aura votre comportement. Ça va être principalement la gestion du stress et la gestion de vos émotions. Parce que surtout, dans les cryptos, on voit que vous connaissez tous le FOMO, Fear of Missing Out. Donc c'est le fait d'avoir cette sensation d'avoir raté le train quand vous avez tous vos potes qui vous disent « Ah, j'ai acheté ça, j'ai fait x10, etc. » Et puis vous dites « Merde, moi aussi j'aimerais rentrer dedans. » Ça, c'est le FOMO. Donc voilà, que ce soit dans la crypto ou même dans la finance traditionnelle, il faut de toute façon avoir de la discipline et surtout de la patience. La patience, on vit dans un monde qui va à 2000. Les plateformes crypto sont ouvertes H24, on n'a pas de clôture comme avec les bourses, donc c'est un marché qui est assez épuisant aussi. C'est vrai que quand on est avec la petite équipe, là ils sont un peu dans la salle à éparpiller quand on fait les talks, on sent que quand que le Bitcoin part et que les cryptos montent, à force d'en parler toute la journée, d'être à fond sur les indicateurs, d'être dedans, ça fatigue et c'est vrai que ça fait partie aussi du comportement de savoir gérer ses émotions. Et enfin, les objectifs. Est-ce que vous êtes rentré avec 1000 francs pour faire 1 million? Est-ce que vous voulez juste faire un x2? Est-ce que le but c'est d'avoir un certain montant pour partir en vacances ou peut-être atteindre une certaine indépendance financière ou partir sur de l'immobilier? Parce que tout ça finalement, si vous ne l'avez pas défini au tout début,
vous allez retrouver en fait un peu perdu et vous allez suivre vos émotions et vos émotions qui vont suivre les émotions du marché et vous allez vous retrouver à perdre de l'argent. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte maintenant, s'y préparer et anticiper les choses, sinon ça ne va pas forcément bien fonctionner pour vous et votre argent, quoi. Ensuite, la stratégie ne sera pas la même si vous êtes débutant ou si vous êtes avancé ou expert. Donc c'est pas de la pub pour vous acheter le meme coin, le Ponky, c'est juste pour illustrer mes propos. On va voir un petit peu pourquoi après. Du coup, je vais vous illustrer ça avec un petit exemple. Donc personnellement, quand j'ai, que ce soit ma famille ou des amis ou des collègues, quand ils veulent rentrer dans des cryptos, on va partir avec un montant de base, 1000 $. Le but, ça serait de dire, ok, dès que votre investissement fait 100%, alors vous me direz oui, 100%, Damien, là c'est beaucoup, mais en fait 100% dans les cryptos, c'est pas grand-chose. Dans les marchés traditionnels, vous prenez le SP500 comme ça, ils font entre 5, 8, allez 12% par année quand ça se passe bien. Les cryptos, si vous regardez juste les 90 derniers jours, le BTC a pris 60%. Donc on y est proche. Et si vous êtes là depuis 2023, même 2024, etc., depuis 2023, on a fait plus de 100%. Donc c'est aussi des chiffres qu'on peut atteindre assez facilement. Donc typiquement, vous faites un 100%, vous vous retrouvez avec 2000 $, vous vendez par exemple 50%, vous récupérez 1000 $. Ça, vous les mettez de côté. Après, c'est aussi à vous, en fonction de ce qu'on a vu avant de vos stratégies. Est-ce que vous les réinvestissez? Est-ce que vous les mettez, je ne sais pas, en épargne? Est-ce que vous vous faites plaisir et partez en vacances avec? Ça, c'est vous qui voyez. Disons qu'il vous reste encore vos 1000 $ qui sont toujours en jeu. Vous refaites un 100%. Cette fois-ci, peut-être, vous êtes à 2000 de nouveau, vous vous dites, je vais vendre que 25%. Donc vous allez encaisser 500 $ et vous remettez votre bague en jeu. Ce bague-là, vous refaites la même chose, 100%, etc. 3000 $, vous vendez 15%. Vous voyez que chaque fois, j'ai diminué mon allocation. Vous récupérez 450 $. Et ce qui vous reste, finalement, j'appellerais ça votre moon bag. Ça veut dire que déjà, à ce moment-là, vous avez fait presque 2000 $ de bénéfices sur votre investissement initial, sans avoir aucune compétence en trading ou quoi que ce soit. Et si vous regardez, par exemple, il y a des graphiques, je ne vous l'ai pas mis là, mais le Bitcoin... il y a beaucoup trop de graphiques. Oui, il y a beaucoup de graphiques. Non, c'est le Profitable Day. Vous savez que vous voyez finalement le prix du Bitcoin. Vous pouvez le noter, ceux qui veulent. Vous pouvez regarder et vous verrez qu'aujourd'hui, il doit être à 99 ou 98%. En gros, ça vous dit, est-ce que vous seriez en positif maintenant ou en négatif en fonction de quand c'est que vous avez acheté. Et étant donné que là, on est quasiment à l'ATH, donc les 109 000, on est juste un peu en dessous, les seules personnes qui devraient logiquement être en perte aujourd'hui, c'est celles qui ont acheté il y a juste quelques semaines. Mais sinon, si vous avez acheté il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 9 ans, 10 ans, 16 ans, vous devez être en positif obligatoirement. Donc c'est des méthodes qui sont difficiles parce qu'il y a les émotions qui rentrent en jeu, mais c'est réalisable. Donc maintenant, quand je vous ai dit avant, en fonction de si vous êtes débutant, avancé, expert, la seule chose que vous allez devoir modifier finalement, c'est le prix de le niveau de vos performances. Est-ce que vous allez attendre, si vous êtes avancé et que vous êtes dans les cryptos plusieurs heures par semaine, vous êtes dans les projets et tout, vous allez rentrer plus tôt. Donc peut-être, au lieu d'attendre un 100%, vous allez attendre de faire un 300%. Alors que la personne qui débute et qui va entendre parler de la crypto en même temps que tout le monde, elle va se retrouver à acheter beaucoup plus haut et va profiter de moins de performance. Et aussi, il faudra aussi modifier votre pourcentage de vente, de sortie. Peut-être qu'une fois que vous aurez fait 300%, vous allez vendre peut-être que 15%. Donc ça va vraiment dépendre de vous, de vos stratégies et de votre aversion au risque. Ok, du coup, est-ce que vous avez mis déjà un plan de sortie en place? Ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte pour avoir un plan qui soit carré. Donc imaginons que, je prends l'exemple, vous avez du Bitcoin et vous voulez le vendre. Donc des euros, des francs suisses, des dollars, ça c'est vous qui voyez. Première chose, dès que vous allez passer sur une monnaie fiduciaire, donc de l'euro par exemple dans cet exemple, il va falloir comparer le prix des exchanges. Typiquement en haut, je vous en ai mis quelques-uns. En vrai, aujourd'hui, on est, je crois, à 780. Il y en a un de plus qui a poussé. Il y en a plein. Chaque jour, il y en a des nouveaux qui ouvrent, qui ferment. Donc ce chiffre, il varie beaucoup. Mais finalement, pour vous, ça va être déjà de définir. Je ne sais pas, imaginons sur Binance, le Bitcoin, il est à 101 000. Et sur Kraken, il est à 100 000. Vous vous dites, moi, je vais vendre mon Bitcoin chez Binance. Il me donne 1000 $ de plus. Mais derrière, il faudra donc comparer le prix affiché. Mais il faudra aussi regarder les frais de transaction. Les frais de transaction, ça va dépendre des frais, forcément blockchain. Mais aussi que l'exchange, il va vous piquer. Donc, c'est des choses qu'il faut peut-être, avant d'être dans la fin de votre bull run et de vendre vos cryptos, peut-être de faire 2-3 essais avec le même montant sur plusieurs plateformes et finalement de voir avec combien d'argent vous arrivez à sortir. C'est important. Ensuite, une fois que vous avez votre argent, qu'il soit en euros, en dollars ou en francs suisses, vous allez devoir le retirer dans une banque. Alors déjà, il va falloir voir, est-ce qu'une banque, elle est crypto-friendly? C'est-à-dire,
Imaginons, je sais pas, vous avez investi 20, 30, 40 000 sur les 4-5 dernières années, et du coup, vous vous retrouvez avec un x10. Et vous voulez retirer 400 000 francs suisses ou euros d'un coup. Donc là, déjà, est-ce que ça va être OK? Est-ce que la banque, elle va vous bloquer la transaction parce qu'elle va dire, ah, ben, on a des soupçons de blanchiment d'argent ou quoi que ce soit? Donc c'est peut-être des choses, là, maintenant, qu'il faut anticiper. Appelez peut-être votre banque, lui expliquer la situation, dire que vous avez investi dans les cryptos et que vous voulez juste savoir si, au moment où c'est que vous allez devoir retirer un peu d'argent, est-ce qu'il faudra fournir des documents qui seront nécessaires ou quoi que ce soit. Parce que croyez-moi que si vous devez le faire, je ne sais pas, vous avez un plan de partir dans l'immobilier et que vous avez déjà entamé des démarches à côté avec une autre banque, etc., que vous avez commencé à signer des papiers en vous disant, ah, de toute façon, sur Bitrex, je sais pas, j'ai 400 000 balles, et vous voulez les retirer, vous dites, bah, c'est bon, je peux les retirer quand je veux. Et au moment où c'est que vous les retirez, vos fonds ils restent bloqués et que vous en avez pour 3 mois de négociation, de démarches administratives et tout, ça peut vous mettre déjà dans l'embarras pour les prochaines étapes et ça vous met dans une position inconfortable. Donc c'est des choses qu'il faut anticiper. Ensuite, un autre point important, ça va être les taux de change et les frais de change. C'est-à-dire, typiquement, si, comme moi je suis en Suisse, donc je veux des francs suisses sur mes comptes en banque, il va falloir que je trouve une plateforme. Personnellement, alors c'est pas de la pub, hein, j'utilise Swissborg parce que c'est les seuls actuellement où j'ai vu que je pouvais retirer facilement en francs suisses. Mais peu importe si vous avez Coinbase par exemple et que vous avez des euros et que vous les retirez en francs suisses, il va falloir aussi vérifier finalement est-ce que c'est possible de le faire ou sinon si vous retirez votre argent, après il va falloir la changer. Et du coup là il y a encore des frais qui s'appliquent. Donc le mieux finalement ça va être déjà à l'avance d'anticiper ces choses-là et de regarder quelle plateforme ou quelle banque vous propose les meilleurs taux parce que encore une fois quand on parle de petits montants ça va. Mais si vous commencez à changer des grosses sommes, vous allez voir que les frais et les commissions qui se prennent, elles sont assez importantes. Et du coup, ça va impacter vos résultats et vos performances. Enfin, il y a beaucoup de monde qui oublie les impôts. En Suisse, si on est en particulier dans la crypto, on est imposé sur la fortune. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de problème à se poser, que vous ayez 100 000 francs suisses sur votre compte en banque ou un bitcoin à 100 000 francs, vous allez être imposé de la même manière. Par contre, après, si vous êtes en professionnel ou si vous êtes en Europe, que vous commencez à avoir des impôts sur les plus-values, etc., ça va changer drastiquement aussi vos gains. Donc, c'est des choses à aussi anticiper. En fait, je dirais que c'est un ensemble de tout ce qu'on vient de voir là. Il faut s'y préparer. Puis je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, les narratives et les projets. Alors, il y en a beaucoup. Déjà, les cryptos, je ne sais pas si vous voyez les chiffres là, on est à plus de 10 millions. Là, ces dernières semaines, pour vous dire, on a plus de 1 million de cryptos qui sont émises chaque semaine. Il y a quelques semaines, on était encore à 2,3 millions. Si on remonte les années, ça diminue. Mais du coup, ça devient la jungle. On en a de tous les côtés. Et les narratives aussi. On a, justement, je vous en ai mis quelques-unes. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleures ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous donner un exemple. Les agents IA, les meme coins, le gaming, la DeFi, le DePIN, les NFT. Et du coup, le but, c'est juste pour vous dire que dans cette jungle, si vous ne voulez pas vous perdre, il va falloir pas vous éparpiller, en choisir peut-être 2-3 narratives au grand max, vous spécialiser un peu plus dedans si vous aimez bien les NFT, si vous aimez bien le gaming ou quoi que ce soit, et surtout vous limiter à quelques tokens, peut-être les plus grosses capitalisations si vous êtes plutôt frileux, et après vous pouvez partir vous aventurer dans les top 100, top 1000 ou plus si vous aimez l'aventure. Mais en gros, c'est de vous limiter en termes de narrative et de tokens, encore une fois, pour pouvoir avoir un focus et tout simplement, s'il y en a trop, restez simplement sur le Bitcoin. Ce n'est pas un conseil en investissement. Ensuite, donc si vous n'avez pas tous ces points qui sont validés, en fait, vous n'aurez pas de vision, que ce soit sur court, moyen ou long terme. Vous allez devoir improviser et généralement, vous allez suivre vos émotions qui vont être impactées par le marché et vous allez, ça va se concrétiser finalement par des pertes. Donc c'est aussi simple que ça. Bon, à partir d'ici, pour ceux qui étaient là à la présentation, j'avais dû accélérer un peu le rythme et du coup, je pense que c'était pas trop compréhensible. Du coup, j'ai pris la décision de refaire un petit enregistrement à partir de là et comme ça vous permettra d'avoir l'entièreté de cette présentation. Et pour ceux qui n'étaient pas présents sur place, vous aurez une présentation complète. Ok, du coup, on a vu pourquoi 2025, c'est une année importante. On a vu comment il fallait s'y préparer. Maintenant, à quoi on peut s'attendre en termes d'évolution et surtout en termes de prix. Donc à partir d'ici, c'est purement de la spéculation par rapport à ma vision. En 2021, je pensais que le Bitcoin allait taper les 100K et il a tapé 67 000 $. Donc je me suis trompé. Après, il y a des imprévus comme FTX, etc.
mais le fait est que je me suis trompé. En 2017, j'y connaissais rien. Mon wallet, il avait explosé à la hausse et ensuite, il a explosé à la baisse. Donc encore une fois, c'est pas parce que j'ai plus d'expérience et d'ancienneté dans le marché des cryptos que je suis plus légitime que quelqu'un d'autre. Du coup, pour déduire un prix, moi je passe toujours par le calcul des capitalisations. On retrouve sur la partie du haut le crypto market cap total, donc c'est-à-dire la capitalisation de toutes les cryptos cumulées. Et sur la partie du bas, on retrouve celle du Bitcoin uniquement. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on voit au niveau du bull run de 2017-2018, le marché total il valait 828 milliards. Et quand on a tapé l'ATH en 2021-2022, on est passé à 2860 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a fait un fois 3,4 sur la capitalisation totale des cryptos. Si on fait le même calcul pour le Bitcoin, on voit qu'au niveau du bull run 2017-2018, on était à 276 milliards. Quand il a tapé son ATH au bull run de 2021-2022, il est passé à 1240 milliards. C'est-à-dire que lui a fait un fois 4,5 sur sa capitalisation. Du coup, avec ces chiffres, je vais vous proposer déjà un premier scénario qui sera conservateur. On reprend du coup les chiffres qu'on a eu sur le slide précédent, donc de passer de 828 milliards à 2860 milliards, donc on avait fait un fois 3,4 sur la capitalisation. Ce que je vous propose, c'est que pour rester encore une fois conservateur, je vais diviser toutes les performances qu'on a fait entre ces deux bull runs par 2. Et du coup, au lieu de faire un fois 3,4, ça nous ferait faire un fois 1,7 et atteindre donc une capitalisation totale de 4862 milliards pour le bull run 2024-2025. Pour le Bitcoin, du coup, on était passé de 276 milliards à 1240 milliards, donc un fois 4,5. On va appliquer la même règle, soit diviser les performances par 2, donc on ferait un fois 2,25, et on atteindrait la somme de 2790 milliards pour le Bitcoin. Sachant que le Bitcoin, il a déjà touché les 2000 milliards de capitalisation, donc on n'est pas très loin des 2790 milliards. Donc si on fait juste un petit calcul d'estimation de son prix par rapport à sa capitalisation, à 2790 milliards, le Bitcoin, il serait autour des 150 000, un tout petit peu moins. Donc ça serait le prix pour le scénario conservateur. Maintenant, je vais vous proposer un scénario un petit peu plus bullish. Donc j'ai récupéré la map qu'on a vue avant avec la distribution à travers les différentes classes d'actifs. Et du coup, on avait vu que 50% des 900 trillions, c'était donc 450 trillions, c'était du capital à long terme, donc de la réserve de valeur. Bitcoin, lui, aujourd'hui, à 2 trillions, il représente 0,44% de ces 450 trillions. Moi, je pense que sur l'année 2025, c'est encore faisable de capturer environ 2% justement de la valeur de toutes ces capitalisations. 2%, c'est un petit chiffre. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à le faire en 2025 ? C'est ça la vraie question. Dans tous les cas, je pense que sur le long terme, on va absorber ces liquidités, que ce soit dans l'immobilier, les obligations, les actions et surtout l'or. Donc si on fait un petit calcul sur la base des 2% de 450 trillions, c'est égal à 9 trillions. Donc si le Bitcoin passait de 2 trillions actuellement à 9 trillions, il ferait un fois 4,5 sur sa capitalisation. Si on applique le même facteur sur son prix, on va arrondir à 100 000 aujourd'hui parce qu'il n'arrête pas de fluctuer entre 91, 92 000 et 105, 107 000. Donc on va prendre un chiffre moyen de 100 000. On arriverait du coup à 450 000 dollars par Bitcoin. Alors je sais que de passer de 800 milliards en 2017 à 2000 milliards en 2021, c'est clair que ce n'est pas la même chose que de passer de 2000 milliards en 2021 à 9000 milliards en 2025. Ça demande effectivement beaucoup plus de liquidité. Mais aujourd'hui, Bitcoin commence à jouer vraiment dans la cour des grands et il peut commencer à aller chercher de nouvelles poches de liquidité dans les actions, les obligations et de l'immobilier. Donc là, je vous avoue, c'est quand même un chiffre qui paraît gros, 450 000. En fait, cette histoire des gros chiffres, ça a toujours été le cas dans Bitcoin. Quand il était à 1 $, pour monter à 100 $, c'était impensable. Quand il était à 100 $, pour monter à 1000, c'était impensable. Pareil, de 1000 à 10 000, c'était impensable. Aujourd'hui, je pense que vous seriez heureux d'avoir acheté un Bitcoin à 10 000 $, étant donné qu'il en vaut 100 000. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Bitcoin a continué à grandir, à absorber de la liquidité. Et aujourd'hui, il va en absorber de plus en plus, de manière plus rapide et surtout des plus grosses liquidités, étant donné qu'on a les plus gros fonds comme BlackRock qui sont rentrés dans le game. Donc, c'est pas impossible. Maintenant, c'est juste la grosse question, c'est quand c'est que ça va se passer. Ok, donc jusqu'à maintenant, je vous ai surtout parlé de projection de prix de Bitcoin et j'ai volontairement pas parlé des alts. Pourquoi ? Pour une seule raison, la dominance.
si jamais je vous ai laissé toujours les QR codes pour retrouver ces graphiques. Donc comme ça, vous pouvez les scanner et directement retrouver le graphique actualisé au jour. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Bitcoin, en moyenne, c'est environ 55-56% de la capitalisation totale du marché crypto. On voit que sur 2024, le plus haut, c'était 60% et le plus bas, c'était environ 50%. Donc il a vraiment oscillé entre ces deux valeurs. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus facile de faire des projections de prix avec un actif qui vaut 50% de la capitalisation de tout le marché que de le faire sur d'autres cryptos qui ont justement des parts plus faibles. On voit par exemple que l'Ethereum, il est autour des 10-12%. Forcément, les calculs, c'est beaucoup plus à la louche. Et je ne vous parle même pas des autres cryptos qui concernent peut-être 1%, 3% et 0,xxx% des capitalisations. Et déjà que ce n'est pas quelque chose de 100% fiable, alors imaginez la complication de le faire avec les autres cryptos. Du coup, si on reprend les chiffres qu'on a eu pour le scénario conservateur, donc un Bitcoin avec une capitalisation de 2790 milliards, et qu'on reprend finalement la dominance qu'on avait eue au top du bull run de 2021, donc on voit que le BTC était autour des 42,82%, l'Ethereum quasiment 20%, l'USDT de 2,6%, le BNB 3,87%, le Sol 2,7% et toutes les autres cryptos valaient 28,45%. Sachant qu'on récupère donc la capitalisation du Bitcoin qu'on s'est projeté avec un fois 2,25 pour rester conservateur. Si on dit que ce chiffre-là représente 42,82% du total des cryptos, c'est-à-dire que le 100% de la capitalisation des cryptos serait autour des 6 515 milliards de dollars. Donc maintenant, le but, ça va être d'estimer est-ce que lors du bull run, du top du bull run de 2025, si on retrouve encore une fois le même type de dominance par rapport à ces cryptos, on arriverait à estimer finalement le prix de ces cryptos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les pourcentages de 2021 et je les ai un petit peu aussi ajustés par rapport à ce que je pense qui va se passer. Donc j'ai revu la dominance de l'Ethereum à la baisse, donc de passer de quasiment 20%. Je pense que malheureusement, l'Ethereum, on l'a vu déjà ces 2 dernières années, il n'a pas beaucoup brillé. Et du coup, je pense que sa dominance va être absorbée par d'autres cryptos tels que le top 10, donc Solana, le BNB, et une petite partie qui sont dans les 30% du coup restants des cryptos. Donc voilà, je pense que l'Ethereum, il va passer au maximum à 14%. Et du coup, par contre, ça va nous faire grimper un petit peu le BNB qui passerait à 5 et le Solana qui passerait à 5. Et encore 2% qui partirait du coup dans les autres cryptos. Donc voilà le calcul des capitalisations. Si on avait ce genre de dominance, on trouverait l'Ethereum autour des 912 milliards, le BNB autour des 326, pareil pour le Sol, et tout le reste des cryptos se partagerait du coup 1854 milliards de dollars. Maintenant, si on fait une projection de prix avec ces chiffres, ce que je vous disais avant, c'est que le BTC il serait autour des 150 000 $, donc là c'est 141 000 $ pour être précis. Après, on sait que voilà, avec ce genre de chiffres, il faut vraiment prendre avec des pincettes. L'Ethereum serait autour des 7 573 $. L'USDT, je ne l'ai pas pris parce que du coup, c'est un stablecoin, donc il restera de façon adossé au dollar à 1 $. Le BNB serait autour des 2 270 $ et le Solana autour des 674 $. Donc comme ça vous donne les chiffres un petit peu que j'estime si on a ce genre de capitalisation. Ça se peut malheureusement qu'on n'atteigne même pas ces chiffres, c'est tout à fait possible. Ça serait d'ailleurs très dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel que ça et qu'on est vraiment au tout début, comme je vous l'ai dit au tout début de cette présentation, on est vraiment au tout début des cryptos. Ça fait que quelques années, mais en vrai c'est encore un petit bébé, un petit nourrisson qui a besoin de grandir et d'atteindre une certaine maturité. Ensuite, avant de passer du coup à la pépite, je pense que ça peut vous intéresser de connaître finalement mes allocations au niveau crypto, au niveau de mes wallets. C'est important que je vous partage ça parce que pour moi, c'est vraiment le reflet d'avoir un portefeuille équilibré. Donc déjà, on peut voir une chose, c'est que 80% de mes cryptos, c'est Bitcoin et Ethereum uniquement. Tout le reste, je le considère un petit peu comme du casino. C'est pas là-dessus que j'ai tout misé, c'est vraiment en me disant peut-être ça va faire des facteurs multiplicateurs un peu plus intéressants, mais voilà, je ne m'attends pas non plus à gagner de l'argent, à gagner beaucoup d'argent avec les autres cryptos. Donc je vous ai mis plein de cryptos, jusqu'à 0,01% pour le Pendel, donc c'est vraiment les petits chiffres. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai du Render, du Matic, qu'il faut que vous en achetez parce que vous pensez que je l'ai choisi parce qu'il va exploser. C'est vraiment un choix, j'ai choisi 5 gros altcoins en gros où j'ai fait des positions. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, ça vous pouvez le voir.
Et tout le reste, j'ai surtout des grosses positions en ADA. Et ensuite, c'est Ethereum et Bitcoin. Donc, le but, en fait, aussi de vous partager, là, j'ai mis un petit QR code, c'est surtout les trackers. C'est vraiment pratique. Un tracker, c'est un portfolio que vous allez créer. Ce n'est pas vraiment un wallet, puisque vous n'avez pas physiquement les cryptos dessus. C'est juste un tracker de crypto. C'est-à-dire que si vous avez du Bitcoin sur plusieurs plateformes d'exchange, le fait est qu'à chaque fois que vous faites une transaction, vous allez manuellement ajouter sur votre tracker cette position. Imaginons que vous avez acheté sur Coinbase un Bitcoin et sur Binance un autre Bitcoin, vous en avez deux. Et pour simplifier le suivi de vos cryptos, sur ce tracker, c'est sur CoinMarketCap, vous allez ajouter un Bitcoin sur la plateforme Binance et un Bitcoin sur la plateforme Coinbase. Et du coup, vous aurez deux Bitcoins. Et ça, quand vous avez juste une ou deux cryptos, vous n'avez pas forcément la nécessité de le faire parce que vous arrivez facilement à suivre. Maintenant, si vous commencez à avoir 7-8 exchanges différents, plus tout ce qu'il y a sur le Web3 et que vous avez peut-être 30-40 cryptos, ça commence à devenir très compliqué d'avoir un suivi, de devoir chaque fois se log sur les plateformes et tout. Donc, de faire un petit tracker sur CoinMarketCap, ça va vous simplifier grandement les choses parce qu'en un seul clic, vous allez avoir les allocations de vos cryptos, tout le suivi, combien vous en avez. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut le mettre à jour à chaque fois que vous faites des transactions. Alors, je sais qu'ils ont des options en bêta pour certains exchanges où c'est que vous pouvez suivre directement l'adresse publique. Et du coup, si vous faites une transaction sur l'exchange, automatiquement, ça va s'actualiser sur votre tracker. Maintenant, ils ne le proposent pas pour tous les exchanges. Donc, je pense que ça va venir avec le temps. Mais en tout cas, c'est une pratique que je vous recommande pour avoir un suivi assidu de vos cryptos. Ensuite, on va passer à ma pépite. Donc, pour ceux qui étaient présents à cette présentation, donc le 31 janvier, déjà, encore merci d'être venu. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous, même avant et après la session. C'était vraiment des bons moments. Et pour vous, vous savez déjà que ma pépite, c'était le Cardano. Du coup, pourquoi le Cardano ? Il y a plusieurs raisons qui m'ont fait choisir de vous partager cette pépite. La première, c'est que déjà, pour trouver une pépite, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le top 1000 des cryptos. En fait, depuis sa création, en 2017, le Cardano, il a déjà toujours su rester dans le top des cryptos. C'est-à-dire qu'il est resté dans le top 10, je crois qu'il y est sorti une ou deux fois pour passer en top 12, top 13, et puis il est retourné dans le top 10. Et ça, pour moi, c'est déjà un gros signe. C'est qu'au niveau de sa capitalisation, il reste toujours dans le top. C'est-à-dire qu'il y a de l'attractivité, il y a des volumes, il y a du monde dessus. Et du coup, il y a une communauté, il y a un projet. Et ce qui fait que s'il est toujours là, surtout qu'on sait que dans le marché des cryptos, on voit certaines cryptos qui apparaissent, qui disparaissent, qu'il y en a énormément qui sont créées chaque semaine. C'est vraiment la jungle. Et qu'une crypto puisse maintenir justement une position pendant une si longue période de temps, pour moi, c'est une valeur sûre. Même si on ne peut jamais utiliser le mot sûr à 100%, mais voilà, si je devais choisir, je resterais sur des cryptos qui ont des bonnes fondamentales. Ensuite, j'ai marqué Ethereum bis, parce que normalement, je pense que vous connaissez bien l'Ethereum et son fondateur Vitalik Buterin. Il faut savoir qu'en vrai, il était cofondateur, ils étaient plusieurs. Il y avait Gavin Wood, il y avait Charles Hoskinson, ils étaient plusieurs. Et finalement, à un moment donné du projet, ils n'étaient pas d'accord sur la direction du projet Ethereum. Et du coup, ils se sont séparés. Donc, Gavin Wood, il est parti pour créer le Polkadot. Donc, c'est finalement un Ethereum dans sa vision. Et Charles Hoskinson, il est parti pour créer le Cardano, qui est du coup aussi une sorte d'Ethereum qu'il a façonné à sa façon, à sa vision. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand l'Ethereum il a été créé, il n'était pas en proof of stake, il était en proof of work. Jusqu'à 2021, où c'est que le consensus a changé, où c'est qu'ils se sont dit non, on va le passer en proof of stake. Donc, c'est des gros changements. C'est des choses que, au niveau des projections sur le long terme, on se dit ils ont déjà changé le consensus même du protocole. Et du coup, sur la sérénité de se dire que le projet va continuer dans la bonne direction, sur le long terme, ça peut être plus compliqué parce qu'on se dit ils peuvent très bien prendre la décision de rechanger de nouveau le consensus du protocole et du coup qu'on ait finalement un Ethereum qui soit complètement différent de celui d'aujourd'hui. Alors que par exemple, le Cardano, quand il a été publié en 2017, il a toujours été, de base, en proof of stake. Ensuite, si on regarde au niveau capitalisation, l'Ethereum, il est autour des 400 milliards de capitalisation, alors que le Cardano, il est autour des 40 milliards. Donc déjà, en termes de perspective d'évolution de prix, d'avoir une crypto avec une capitalisation 10 fois plus petite, en étant toujours dans le top 10, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de faire un x2, un x3, parce que les liquidités nécessaires pour faire gonfler le prix, elles sont plus petites. Donc pour moi, si je devais miser, par exemple là maintenant,
entre des cryptos qui se font la guerre, si on veut, au niveau de qui est la meilleure. Monter sur un Ethereum à 400 milliards et qui doit passer à 800 milliards pour faire un x2, alors qu'un Cardano, pour passer de 40 à 80 milliards, c'est juste 40 milliards de capitalisation, c'est pas énorme. Aujourd'hui, on voit, je sais pas, vous avez juste vu, on en a parlé au début de la présentation, le meme coin de Trump, il est passé à plusieurs dizaines de milliards en 6 heures de temps. Donc les liquidités, elles sont là, il faut juste maintenant qu'elles se dirigent sur les bonnes cryptos. Et ça, souvent, c'est le marché qui va le dicter. Et du coup, voilà, avec une crypto qui est 10 fois plus petite que celle d'Ethereum, si juste le Cardano devait valoir la même capitalisation que celle de l'Ethereum, donc à 400 milliards, c'est un x10. Donc voilà, ça vous donne déjà des petits repères pour essayer de placer vos billes au mieux. Ensuite, les frais de transaction. Hein. Les frais de transaction sur Cardano, ça n'a jamais vraiment bougé. Ça a toujours été des frais minimes. Pour faire des transactions, c'est vraiment pratique. Alors que si vous avez de l'Ethereum et que vous avez déjà essayé de faire des transactions, que ce soit directement sur la blockchain, sur le Web3, vous allez vite vous rendre compte qu'en fonction des moments, vous avez des frais de transaction qui sont super élevés. Donc déjà, pour l'utilisateur lambda, c'est déjà pas top. Mais surtout pour le développeur, celui qui essaye de créer des applications où c'est qu'à chaque manipulation, il y a des frais de transaction, ça peut vite devenir un calvaire en termes de coûts finalement. Et sur le long terme, ça peut amener ces développeurs à finalement décider de changer de blockchain et de commencer d'aller programmer sur d'autres cryptos comme le Cardano justement, qui est beaucoup plus faible en termes de coûts. Du coup, la dernière chose, c'est par rapport à 2021-2022, quand il a tapé son ATH à autour des 3 $, aujourd'hui, on n'est encore qu'à 1 $. On sait que, historiquement, généralement, les cryptos, elles ont tendance à retaper de cycle en cycle le point de l'ancien ATH et ensuite de le dépasser. Donc là, on est loin de l'avoir fait, puisqu'il faut faire encore, c'est un x3 pour arriver à 3 $. Et du coup, potentiellement, de passer de 1 à 3 $, ça vous fait un x3 sur votre wallet, si vous avez mis que sur Cardano, par exemple. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus sain de rentrer sur une crypto avec tous les aspects que je viens de vous partager avant, qui est pour moi beaucoup plus safe, qui a su rester dans le top des cryptos, avec une capitalisation qui n'est pas encore énorme, que de vous partager plutôt une pépite où c'est que on se retrouve sur un top 1000 de crypto avec une toute petite capitalisation, le risque qu'elle tombe à zéro est très élevé, et vous avez une chance sur 1 million qu'elle fasse un x10, un x20, un x30. Pour moi, si c'est votre premier bull run et que vous ressortez avec un x3, c'est déjà une mission réussie, quoi. Donc voilà, j'en arrive au bout. Déjà, merci à tous et je vous souhaite un bon bull run. L'année 2025 nous réserve encore pas mal de surprises.